Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis comme chaque vendredi ravi de vous retrouver pour aujourd'hui le 62e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors c'est une semaine de course pour moi. Après presque 2 années sans avoir mis le moindre dossard, je vais enfin retrouver l'adrénaline d'un départ, ce plaisir de parcourir les pelotons et surtout de donner le meilleur de moi-même. Parce qu'en effet, les semaines d'entraînement ont été chargées, nombreuses, variées, mais rien ne remplace, vous le savez, la compétition. Alors je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je vais faire un petit épisode sur cette course et puis sur tout ce que ça englobe, sur l'avant, le pendant, l'après. Alors, si vous débutez, venez me rejoindre sur le podcast. Si vous avez couru en compétition, si vous avez des défis à relever, venez en discuter sur les réseaux Facebook, Instagram, @ à côté de mes pompes. Et puis, comme certains ont pris l'habitude de le faire, et je les remercie infiniment, identifiez-moi dans vos stories, moi je les repartage et ça permet de faire grandir cette communauté et de construire ensemble finalement l'univers autour de ce podcast. Si vous êtes détenteur d'un outil Apple, un petit commentaire, 5 étoiles et vous me ferez le grand plaisir de voir le podcast remonter et le partager finalement autour de vous. Alors mon invité du jour est un homme de défi et ce n'est pas un vain mot. Il a dans sa besace de nombreux records validés au Guinness Book. Natif de Roanne dans la Loire, implanté depuis de nombreuses années dans le Loir-et-Cher, Ludovic Chorgnon a accompli lors de l'été 2015 un défi hors norme. Je vous laisse imaginer. Il a, durant 41 jours consécutifs, réalisé 41 Ironman. Mais il ne s'est pas arrêté là, Ludovic a parcouru le monde où il s'est également offert de nombreux défis, a gravi de nombreuses montagnes et dernièrement, il s'est offert un ultra triathlon entre Londres et Paris avec une traversée de la Manche, en passant par des épreuves ultra autour du cercle polaire ou même dans la vallée de la mort. Alors installé maintenant depuis quelques jours seulement, c'est tout frais sur l'île de la Réunion, Ludovic s'alignera pour sa 10e diagonale des fous, autant dire qu'il connaît le terrain, mais il est prêt encore à relever de nombreux défis. Alors Ludovic, moi je voulais te remercier pour ta disponibilité dans ton agenda surchargé, ton tempérament pétillant et pour cet entretien réalisé en début d'été qui aurait dû permettre à Ludovic la réalisation d'un nouveau défi, à savoir un Ironman dans la vallée de la mort, aux États-Unis, mais les conditions sanitaires n'ont pas permis la réalisation de ce défi qui, je le sais, connaissant Ludovic, n'est que partie remise. Donc moi je vous laisse en compagnie de Ludovic Chorgnon, alias Ludo le Fou, pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Ludovic, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast aujourd'hui. Alors, on est avec un homme de défi en ta personne aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi commencer parce que le palmarès est tellement grand que tu es vraiment une personnalité locale, donc pas natif du Loir-et-Cher. Tu vis maintenant dans le Loir-et-Cher, mais je vais te laisser te présenter et je te remercie d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Bonjour Sébastien, écoute, effectivement la présentation risque d'être longue. Donc moi je suis originaire de Rhône-Alpes, je suis né à Roanne, à côté de Saint-Étienne. J'ai vécu beaucoup de temps en Rhône-Alpes, 25 ans, avec la montagne qui aujourd'hui fait partie de ma vie parce que je l'ai probablement découvert là-bas et vécu là-bas. Et puis depuis 26 ans, je suis loir-et-chérien et heureux de l'être et amoureux de cette région avec des gens accueillant et un cadre de vie fort agréable. Voilà. Et puis, je suis chef d'entreprise, je suis marié, père de 3 enfants, je suis président d'association, je suis organisateur d'événements et accessoirement, je fais un petit peu de sport. Voilà. Alors, on va voir que un petit peu de sport, oui, c'est vraiment très, 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 très limite avec l'ensemble des défis que tu as pu réaliser. Comment tu étais quand tu étais jeune enfant? Est-ce que le sport était déjà au cœur de ta vie ou c'était pour le moment, quand tu étais tout petit, pas quelque chose que tu connaissais? Alors si, c'est quelque chose que je connaissais absolument. J'ai l'habitude de dire que moi je mets du sport dans ma vie comme on met du pain à table ou de l'eau à table. Donc il n'y a même pas de question à se poser. On met du pain tous les jours sur la table. Moi je mets du sport tous les jours dans ma vie. Mais c'est pas
c'est pas de la compétition, c'est pas forcément de l'entraînement, même si aujourd'hui il y en a, mais le sport fait partie de ma vie, mais depuis toujours. Mon papa était maître nageur, il m'a appris à nager alors que je savais pas marcher. Je le voyais faire des sorties de vélo il y a bientôt 50 ans. Et, et quand il me disait, j'ai fait 90 km et tout, j'ai l'impression que c'est un extraterrestre. Moi, je faisais les tours à 5 ans, je faisais les tours du quartier à fond avec mon vélo, je me prenais pour Bernard Hinault. Enfin, voilà, j'ai toujours fait du sport en général, mais tout, du foot, du tennis, du handball, du vélo. Enfin, à partir du moment où il y avait le jeu et le challenge, soit face à un défi, soit face à une équipe, ça m'a toujours attiré. Et ça fait partie de ma vie depuis toujours. Un obélisque du sport, je suis tombé dans tout petit. Tu es tombé dans la marmite et tu ne l'as jamais quitté. Ça, c'est quelque chose. Non, jamais là. Au quotidien, tu pratiques le sport presque tous les jours. Comme tu disais, hein, il y a du pain à table. Donc, tous les jours, il y a du sport au menu. C'est ça. C'est un jour sans sport, c'est vraiment un jour sans pain. Hein. C'est terrible. Moi, mon vrai problème, et mon équipe en parlerait, comme ma femme en parlerait mieux que quiconque, c'est les jours où on me demande de me reposer avant une compétition, quoi. Donc là, c'est terrible. Donc, tu arrives à être raisonnable une veille de compétition. Donc ouais, le sport, ça fait partie de ma vie depuis toujours, mais c'est pas, j'ai jamais réfléchi à ça en fait. Je l'ai même compris alors que j'avais 30-35 ans. En fait, j'ai jamais fait attention que ça faisait partie de ma vie. Moi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tous les gamins, je me rappelle sortir avec le ballon, me faire engueuler par ma mère parce que je rentrais avec de la boue des pieds aux cheveux. Enfin voilà, j'ai toujours eu besoin de faire du sport. Et concilier une profession, tu es chef d'entreprise avec une activité sportive, ça se cale facilement? Tu places le sport avant toute autre activité dans ton agenda? Comment ça s'organise? Alors, en fait, alors ça, c'est un point vraiment très particulier qu'on me pose très souvent comme question. Moi, ma philosophie et mon organisation de vie, c'est que on a le temps qu'on se donne. C'est valable pour tout. On a envie de cuisiner, de faire de la musique, de faire n'importe quoi. Donc voilà. Alors, il y aura des gens qui auront toujours des excuses. Il y a les enfants, il y a les devoirs, il y a le repassage, il y a le boulot, il y a les déplacements, il y a tout ce qu'on veut. Je dis pas que ça n'existe pas. Et moi, je travaille aux quatre coins de la France. Je traverse même le monde assez régulièrement. Et si on a envie, on trouve des solutions. Elles sont pas forcément toujours simples, mais on en trouve. Moi, s'il faut me lever à 2 heures du matin parce que je dois partir à 5 heures du matin en déplacement, je vais me lever à 2 heures du matin et je vais trouver du sport à faire. Ça, c'est pas un souci. Ou je le ferai à 23 heures en arrivant je sais pas où. Enfin voilà, après, c'est une question de choix et de priorité, sans jugement, hein, mais voilà. Alors moi, j'ai quand même un élément très important dans ma vie, c'est que j'ai pas de télé et j'aime pas Internet et j'ai pas les réseaux sociaux. Donc ça me gagne beaucoup de temps sur la majorité des gens de notre société aujourd'hui. Donc, voir Ludovic dans un canapé, c'est absolument pas possible. C'est pas possible. Mais j'en ai un là devant les yeux et blague à part, j'ai pas souvenir de la dernière fois où j'ai pu m'asseoir dedans, quoi. Donc, j'ai une piscine, j'ai la chance d'avoir une piscine chez moi. J'ai jamais mis derrière dans un lit de bain. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai la piscine, je vais, je nage, je joue avec mes enfants, je fais plein de trucs. Mais alors, rester à côté de la piscine, je sais pas faire. Est-ce qu'on t'a déjà collé l'étiquette de bigorexique, cette addiction que l'on peut avoir au sport? Oui, très régulièrement. J'ai même reçu une lettre anonyme cette semaine. Donc, c'est vrai, c'est vrai que sur la bigorexie. Alors, je dirais à la fois ça me gêne pas et en même temps je me sens pas concerné parce que je me sens pas dépendant, je me sens en harmonie. Donc suis pas je suis pas drogué. À la limite j'ai pu l'être. Hein. Il y a 15-20 ans quand j'étais plus orienté sur le j'ai toujours été orienté plaisir dans le sport, mais j'étais quand même poussé par la perf, la compète, le machin, etc. Donc d'aller me préparer vraiment. Voilà, donc là, je suis tombé dans le piège. Je suis comme les autres. Je suis tombé dans le piège de me dire ah oui, mais si tu sors pas ce soir, si tu rates ta compète, c'était ce qui est stupide. C'est pas un entraînement qui fait la compète de plusieurs mois. Donc voilà. En même temps, si on se trouve une excuse tous les soirs, on est sorti 0 fois dans la semaine. Donc il y a un juste milieu à trouver. Mais voilà, cette époque-là est bien loin derrière moi et je sais moi que j'ai besoin de faire du sport, mais pour mon équipe de vie parce que c'est le moment où je réfléchis le mieux, c'est le moment où je me protège
pour ma santé parce que j'ai des problèmes de dos. Il y a 13 ans de ça, on m'a dit que si je remarchais, ce serait déjà un miracle. Et quand je vois le sport que je fais aujourd'hui, je m'en de rire. Enfin voilà, c'est tout ça. Je pense que j'ai un cœur qui est plutôt un peu plus en forme que la moyenne. Voilà, donc globalement, moi, je joue pour mon bien-être intellectuel et physique. Mais je me sens pas du tout dépendant. Si un jour j'ai pas envie ou si j'ai pas le temps, bah, la séance elle fera qu'une heure. Alors, j'en avais prévu trois, je m'en fous. J'ai rien à prouver. Je vais pas me pourrir ma journée parce que j'ai pas fait ci ou fait ça, mais ça fait partie de mon bien-être, quoi. C'est ton équilibre que tu as, on va dire, construit au fur et à mesure des années. Oui, clairement, on trouve un équilibre. Alors il y a une partie aussi importante, c'est que je la dois pas que, mais énormément à mon épouse. Ça demande plein de trucs. Donc voilà. Alors, moi, c'est pas ma nature de me dire ah ouais, mais tu te rends compte ce que je fais et que les autres doivent se plier à mon organisation. Donc depuis toujours, moi je m'organise pour que ma vie de famille soit la moins impactée. Je peux pas dire pas, c'est impossible, mais la moins impactée par mes choix personnels. Donc moi j'adore prendre le petit déj avec ma femme et mes enfants, donc je peux très bien aller courir à 6 heures du matin. Voire à 4 si j'ai envie de faire une sortie longue et d'arriver à 7h30 avec le petit déj et les croissants et machin. Ça c'est quelque chose que j'ai fait des centaines de fois et que j'adore, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas un souci, quoi. Donc il y a toujours des solutions à trouver, quoi. J'étais en Corse la semaine dernière et j'allais courir sur le GR20 parce que j'avais envie de courir, j'avais envie de me préparer aussi pour une course que je vais faire cet été. Et je posais ma famille à un endroit pour qu'ils randonnent et je me finissais toujours par les retrouver et finir de randonner avec eux, voilà, pour un peu combiner le tout. Donc il y a toujours des solutions. Et le plaisir avant tout. C'est-à-dire que c'est le plaisir de Ah faire ouais, du sport. moi, le plaisir c'est mon fil conducteur, mais pas du sport, c'est mon fil conducteur de la vie, quoi. J'ai pas envie je travaille pas pour gagner de l'argent et me dire que j'ai ça sur mon compte ou que j'ai pu m'acheter ça. Enfin, tout ce qui est matériel me dépasse. C'est pas, ça me motive en rien. Ça peut pas faire partie de mes choix. Je suis attaché absolument à rien, je dirais, de matériel. Voilà. Alors quand j'ai quand même la chance d'avoir des beaux petits trucs. Bah, j'en profite. Si je les ai pas, je vis très bien sans, quoi. Donc moi le plaisir, oui, c'est important, ça guide tout. C'est-à-dire que j'aurai le plaisir de retrouver mes amis, j'aurai le plaisir de faire du sport, j'aurai le plaisir de entre guillemets contrarier la nature parce que à mon âge on m'a déjà dit qu'il y a plein de trucs que je pourrais pas faire, donc je le fais très bien, voir que je fais mieux que des jeunes, parce que le plaisir c'est manger. Moi manger, moi je bois du vin, je bois du whisky, je mange des bons trucs. Alors forcément je fais pas ça en compète, mais j'adore aller chercher les bons petits trucs. En compétition, j'imagine pas manger à la barre Power Bidule, Energizer, Super Power, je sais pas quoi. Ça, c'est du marketing. Moi, je vais manger une bonne omelette avec des œufs qui sortent de la ferme, des trucs qui sont faits maison. Enfin, voilà, j'ai des légumes qui sortent de chez moi et ça, c'est du plaisir. Jardiner, j'adore. Je vois mes légumes, je vois mes fruits. Là, j'ai les cerises qui sortent. Je vais me faire des tournées de cerises et de clafoutis et tout ça. Et je vais manger des produits frais. Et ça fait partie de mon plaisir et de mon équilibre. Et ça guide vraiment ma vie en général, quoi. Au travail, je m'amuse. J'adore aller au travail, quoi, pour prendre plaisir à satisfaire mes clients, etc. Donc, c'est vraiment, je crois que le plaisir, c'est vraiment le mot qui me caractérise ma vie et qui me guide. Et tu le véhicules autour de toi, parce que tu n'es pas à conserver ces choses-là et à le pratiquer pour toi-même. On va le voir, hein, dans les différents défis que tu as pu réaliser sur ces dernières années. Tu entraînes avec toi toute une cohorte d'athlètes, de personnes qui te suivent et t'accompagnent. Mais si on remonte, Ludovic, dans les toutes jeunes années, est-ce que tu as un souvenir, ton premier souvenir marquant en sport, ce serait lequel? Bah, j'en ai un, mais qui est un souvenir de sport, mais qui est pas un où j'étais acteur en tant que sportif. C'est, alors, comme j'ai dit, je suis né à Rouen, dans la Loire, supporter évidemment de la SSE et je supporte rien, aucune équipe, enfin, je suis pas, enfin, j'aime beaucoup le sport, hein, mais je suis pas un fan de qui que ce soit, sauf les Verts. Et les Verts, je sais l'expliquer en fait. Évidemment, moi je suis né à l'époque où Saint-Étienne dominait l'Europe et tout ça, mais c'est pas ce sentiment de domination, d'être plus fort que les autres et de gagner et puis de plus être supporter quand c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est que l'histoire de Saint-Étienne s'est construite avec des gens qui me touchent et qui me ressemblent. C'est-à-dire que c'est des gens
C'est des gens qui allaient à la mine et qui étaient capables de soutenir une équipe en partageant une partie de leur salaire. C'était des jeunes issus d'un centre de formation qui ont dominé l'Europe et pas des gens qui arrivaient en se disant on va avoir les plus gros salaires, les machins, et puis sur Facebook qui n'existait pas. Je vais me présenter comme ça dans les médias, je vais faire ci, je vais faire ça. C'était vraiment une histoire des gens portés par des valeurs. Et ce premier match, ce premier souvenir de sport, c'est Saint-Étienne-Kiev. Et j'avais 5 ans et demi en, en 76. Mon père m'a emmené avec ma sœur. Comme j'étais trop petit, il m'a mis devant, juste derrière le grillage, avec ma sœur. Lui, il était dans le COP. Donc Saint-Étienne avait perdu 2-0 à l'aller, fait qu'il gagne 3-0 au retour. Il marque un premier but, toute la tribune descend. Moi, je suis écrasé sur les sur les grillages. Je dis faut qu'ils arrêtent de marquer. Deuxième but, ils égalisent. Et là, toute la tribune redescend. Je dis non, mais faut vraiment pas qu'ils marquent. Et le troisième, c'est la joie extraordinaire pour tout le monde. Et moi, j'ai le souvenir de cette ambivalence de me dire non, mais jamais je remets les pieds dans ce stade, c'est tellement nul. Et j'y suis allé des dizaines et des dizaines de fois derrière. Mais voilà, ça c'est mon premier souvenir de sport et un souvenir très marquant. Mais je suis vraiment marqué par cette époque-là où les gens étaient portés par des valeurs et pas par des résultats ou un truc à vendre. Alors aujourd'hui, tu es adepte des Ironman et c'est comme ça finalement que tu as construit, on va dire, ta notoriété, même si, voilà, je sais que tu le fais pas forcément pour cela. Tu as été à l'origine donc d'un défi organisé dans le Loir-et-Cher, donc durant l'été 2015. C'est venu comment ce défi? Et puis je vais te laisser te le présenter parce que c'est quand même assez fou et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on t'appelle Ludo le fou. Alors, Ludo le fou, ça vient de plus loin, ça vient de ma première diagonale des fous. J'avais fait 9, là, la 10e prévue pour cette année. Et c'était des gens dans mon village de la ville au Clair, à côté de Vendôme, qui me voyaient courir à 5 heures du matin, à midi, à 23 heures, à minuit, dans la neige, sous l'eau, etc. Et comme ils savaient que je faisais la diagonale des fous, ils m'avaient appelé Ludo le fou. Voilà. Donc l'histoire de ce surnom date de cette époque lointaine. Pour ce qui est du défi 41, il y a un autre paramètre important, c'est que moi, l'Ironman, moi, je suis vraiment coureur à pied. Donc, je suis coureur à pied et plus j'ai avancé dans l'âge, plus je me suis spécialisé dans la longue distance. C'est pas l'Ironman pour moi, c'est un sport de récup. Alors, c'est pas pour flamber, c'est surtout pas pour dévaloriser les triathlètes et tout ça, qu'on soit bien d'accord. Mais comme j'ai ce besoin de sport que j'ai expliqué, quand on va courir 150, 200, 300 km quelque part, même quand on est entraîné, on peut pas. Le corps a subi un certain nombre de traumatismes, voilà, parce que la course à pied, c'est un sport très très bon pour la santé. Par contre, pratiquer sur des distances pareilles, ça devient inévitablement traumatisant. Pas handicapant, mais traumatisant. C'est-à-dire qu'il faut respecter derrière des protocoles de récupération, etc. Et donc, comme j'ai besoin de sport et que je voulais quand même continuer à en faire, ben, je me suis dit je vais faire un peu de triathlon, quoi. Donc, il y a quand même la natation et le vélo qui sont deux sports portés, donc largement de quoi se fatiguer comme j'aime, mais entre guillemets sans traumatisme, quoi. Je récupère de ma fatigue, c'est fini. Une heure après, je suis reparti, quoi. Donc voilà pourquoi je me suis mis au triathlon. Mais au début, j'ai vraiment commencé ça. Le premier triathlon que j'ai fait, je me suis dit tant qu'à en faire un, je vais faire un Ironman direct et puis je vais faire le plus dur d'Europe. J'ai fait en brun, ça c'était mon premier triathlon. J'ai débuté par ça. Et puis un jour, donc à la fois dans mon travail et dans mes relations personnelles, j'avais beaucoup de gens qui me disaient on n'a quand même pas de chance, le Loir-et-Cher c'est beau, mais personne connaît, on n'est pas valorisé. Si les gens voyaient ce qu'on a, machin. Et voilà. Donc comme toujours, ça c'est la nature humaine. L'herbe est plus verte ailleurs et c'est toujours plus facile ailleurs. Les gens avaient toujours l'impression que oui, mais nous dans le Loir-et-Cher c'est compliqué. On est des petites villes, des petits machins, parce que forcément quand tu habites à Paris ou à Lyon, t'as rien à faire et ça claque tout seul. Voilà. Dans la réaction des gens, j'avais énormément de gens qui avaient ce type de réaction. Et ça, c'est le genre de truc qui mérite le poil, parce que moi, je considère que tout ce qui nous arrive ne dépend que de nous et que tout est possible. Donc, je me dis, tiens, je vais leur montrer que c'est possible. Au lieu de donner des leçons ou d'essayer de me battre contre des moulins à vent, je vais faire un truc et je vais leur faire voir qu'on peut faire parler du Loir-et-Cher, que les gens peuvent de toute la France se dire c'est vachement beau, etc., et que ça dépend que de nous et pas d'un miracle. Donc je me dis, je suis organisateur d'événements sportifs, je suis un petit peu sportif, je travaille un peu dans la com, je dis bon, je
je dois pouvoir organiser quelque chose, un événement, et voilà. Donc je vais essayer de combiner tout ça. Et je regarde, je cherche un peu ce que je peux faire, et je me dis bon, si je fais de la course à pied, les gens vont me dire ah oui, non mais lui, il a telle faculté ou je sais pas quoi, il a déjà traversé l'Himalaya, il a fait ci, il a fait ça, donc c'est normal. Et entre guillemets, ils vont se dire bah comme ce gars-là, il a un truc de particulier, nous ça nous touche pas, on n'est pas pareil. Donc ce que je vais faire, ce sera pas possible. Donc j'ai dit hors de question que je fasse un défi dans la course parce que les gens vont croire que c'est parce que j'ai des prédispositions. Donc je lui ai dit, bah, je vais faire un sport qui est pas le mien, le triathlon. Parce que, vraiment, le triathlon, c'est la première fois que j'ai fait Embrun, je me suis entraîné précisément 0 km en natation et j'ai fait 150 km de vélo pour une distance qu'on fait 180 en montagne. Donc 185 même là-bas. Donc j'avais Donc, vraiment, très j'y suis léger. vraiment allé. J'y suis allé pour le fun et m'amuser, ce que j'ai très bien réussi à faire. Mais je m'entraînais pas du tout pour le triathlon. Hein. C'était comme ça à l'époque. Et donc, je me dis, bon, je vais faire ça parce que je vais leur prouver que je suis pas nageur, je suis pas cycliste et que c'est possible. Donc, je commence à regarder ce qui se fait un peu en termes de record et j'envoie 10 Ironman en 10 jours. Je dis, bon, ça, c'est, je dis, bah, mais là, c'est plus long à dire que dans ma pensée. Je dis, bon, bah, il est battu, quoi. Je me pose même pas la question, je vais le battre. Donc, celui-là, il est pour moi. Et là, je me dis, ok, mais si j'en fais 11, ça va intéresser le mec que j'ai battu, quoi. Je dis, bon, bah, je vais tenter un truc de fou, je vais en faire 20, quoi. Je vais doubler le record. Puis là, ça va intéresser mes potes, peut-être des triathlètes et puis le gars que j'ai battu, quoi. Je dis, mais c'est pas ce que je veux vraiment montrer à tout le monde que c'est possible. Donc, ben, je vais en faire 30. Et non, 30, ça va pas, ça va intéresser peut-être les sportifs en général, mais c'est pas, faut carrément un truc de malade, quoi. Je dis, je vais en faire 40. Voilà. 40, c'est quadrupler un record. C'est pas juste rajouter 4, non, c'est quadrupler un record du monde, quoi. Je dis là, ça me paraît tellement dingue que forcément, même les mamies en EHPAD vont en entendre parler, quoi. Et ce qui était un peu le but, c'était de toucher vraiment tout le monde de manière générale. Et là, dans la seconde qui suit, je me dis, bon, tu fais ça, je m'auto-licencie pour faute grave. En faire 40 quand on habite dans le Loir-et-Cher, qui a 41, c'est juste pas possible. Donc je dis, je vais en faire 41, parce qu'en plus, directement, les gens vont dire, mais pourquoi 41, quoi? Ah ben, j'habite dans le Loir-et-Cher. Donc je dis là, mais là, j'ai tout devant moi pour réussir, et donc c'est parti, j'en fais 41. Au moment où je décide ça, je suis précisément à la place où je suis en ce moment, mais j'ai même pas une demi-seconde de doute, hein. Je sais que je vais le faire. Je sais pas encore le budget, l'organisation, la date, les machins, mais dans ma tête, il est déjà plié le truc. J'ai déjà le record dans les bras, quoi, et dans les jambes. Et donc voilà. Et là, il y a plein d'autres défis qui se mettent en place, hein. Rien que pour l'homologation, habiller et nourrir les bénévoles, l'occasion de barnum, de machin, de trucs de chouette, ça sur 41 jours, hein, parce que c'est à la fois un chiffre énorme mais ridicule, parce que divisé par jour, ça fait que dalle, mais il faut trouver 150 000 euros. Ouais, c'est ce Et que j'allais là, te je me demander, dis, le budget, combien ça représentait. Donc, 150 000 euros de budget, quoi. Il n'y a pas un centime dans la poche, là. C'est juste pour organiser, faire homologuer, oui. avoir des arbitres tous les jours. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de trucs à payer, les assurances et compagnie et tout ça, du matériel, enfin voilà, du carburant pour tous les véhicules qui suivent. Enfin, voilà. Et donc, 150 000 euros, je me dis, mais c'est une chance, en fait. Parce que forcément, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, les gens vont dire, ah oui, mais nous, dans les associations, quand il faut trouver un budget de 3 000 ou 5 000 balles, c'est la fin du monde parce que en ce moment, c'est dur et tout. Je dis, bah voilà, ça va faire avoir une fois de plus que ça dépend que de nous, en fait. C'est soit je les trouve et je leur montre que ça dépend. Moi, je connais personne de très riche qui va me donner 150 000 balles. Je les ai pas sur mon compte. Donc, il va bien falloir que je les trouve et que je leur fasse voir que c'est possible. Et puis voilà, il y a eu toute une série de défis comme ça. J'ai un médecin un jour qui m'a appelé que je ne connais pas. Et cette dame me dit, je sais même pas comment elle a eu mon numéro, elle me dit, ce que vous allez faire, c'est n'importe quoi. Je dis, ah bon? Donc elle me dit qu'elle est médecin, tout. Je dis, ah bon, bah merci, je le prends avec bienveillance et tout. Je dis, c'est gentil de me prévenir. Je dis, du coup, vous basez sur quoi? Il dit, non, mais le corps est pas fait pour ça. Je dis, oui, mais vous basez sur quoi? Il dit, non, le corps est pas fait pour ça. Je dis, oh, bah, ok, si c'est vos arguments, je vais le faire. parce que, Ça t'a parce que piqué, j'ai ça pas l'intention de mourir ou d'abandonner ma famille, mais en ouais, même ça te temps, renforce. si t'as rien à me démontrer, moi, j'ai l'habitude de structurer et tout ça. Donc, il y a eu toute une préparation médicale, un suivi, des analyses, des machins, des trucs, pour arriver à comprendre mon corps, à le modéliser, à savoir comment on allait faire. Voilà. Il y a eu toute une série de défis, et en même temps, c'était impératif, montrer que c'était possible pour tout le monde. Et j'ai eu pas des dizaines, des centaines de personnes qui ont relevé des défis incroyables. Donc, j'ai organisé le vélo avec
6 boucles au lieu de faire au lieu de faire 180 km, et la course à pied en 7 boucles, de 5 plus 1 km. Donc les gens pouvaient venir courir 1 km avec moi, 5, 6, 7, j'en fais une, je me repose, je viens. Ils pouvaient tout imaginer, ils peuvent être des enfants, des vieillards en mauvaise santé, etc. Et en fait, y en a qui sont venus courir un jour 5 km. Je les ai vus quelques jours après finir un marathon, pour certains finir un Ironman. Ils avaient même pas de vélo au début du truc. Enfin, voilà, il y a des gens qui se sont lancés des défis derrière, et je voulais vraiment que ce soit en mode partage, quoi. Je voulais pas dire il est bon ce mec-là, je m'en fous. Je voulais juste faire voir que c'était possible pour tout le monde. Si on commence pas par se dire que c'est impossible, ça devient possible. Voilà, c'est la genèse du défi 41 qui s'est évidemment pas bien passé et fini en apothéose avec quelques milliers de personnes le jour J. Alors heureusement que tu n'habitais pas dans le Val d'Oise ou dans des départements avec des numéros beaucoup plus grands, parce que tu aurais peut-être dû avoir un défi 95 ou des chiffres beaucoup plus importants. Au-delà de ça, Ouais, on me l'a souvent dit. Très honnêtement, c'est pas pour flamber, ça serait passé pareil. Je pense que là où j'aurais eu la plus grosse difficulté, c'est pas avec mon corps, hein. C'est à trouver des bénévoles qui vont bien être là à 5 heures du matin pendant 95 jours. C'est autre chose. C'est une équipe médicale qui est là pendant 95 jours, ça commence à faire long, quoi. Parce que là, 41, ils étaient tous essorés. Il n'y a pas que moi qui étais fatigué. alors quel était le programme des journées? À quelle heure tu commençais justement cet Ironman pendant 41 jours et c'était quoi le programme? Dès le matin? Alors, le programme, c'était je me lève vers 5 heures moins quart du matin. Au tout début, j'étais. Alors moi, c'est un protocole de ma vie, pas du sport. Je fais 1000 trucs. Mon planning est rempli au chausse-pied tout le temps. Je travaille entre le travail, les assos, la vie de famille, enfin tout se combine vraiment à fond dans mon planning. Mais il est immuable que je mette 1 heure minimum le matin pour déjeuner. C'est le moment où je me réveille intellectuellement, où je me fais du bien, où j'ai du plaisir à lire, à comprendre, à analyser, où je suis bien. Et c'est le préchauffage à la fois de mon corps et de ma tête. Donc ça, c'est indispensable. Mais tous les jours, j'ai 1 heure du mat. Si je dois faire une course à 3 heures du matin, alors si c'est une course, je me lève 3 heures avant. Je me lèverai à minuit, c'est pas un problème. Et si c'est juste à l'entraînement, je vais me lever à 2 heures du matin. C'est indispensable. Donc ça, je me lève à 5 heures, 5 heures moins quart. Les premiers jours, parce que j'étais bien élevé, j'arrivais à 6 heures, puis à 6h10, puis à 6h15, puis à 6h17. Puis, parce que j'avais une super équipe de bénévoles autour de moi. J'arrivais à la piscine voilà, au dernier moment. Là, toute une équipe absolument formidable me prenait en charge pour m'habiller, me filer mon dossard, me soigner quand j'avais des trucs à faire et tout. Et 6h30 pétante tous les jours, j'étais dans le bassin avec l'arbitre officiel. Et donc, j'attaquais la natation. Et j'avais planifié que je ferais mes Ironman. Alors moi, les Ironman, je les fais en moins de 10 heures sur un Ironman sec. Là, j'avais dit, comme l'objectif c'était 41 jours, je vais les faire en 13 heures. Et la moyenne absolument pas calculée, c'est un truc que j'ai découvert après, la moyenne de mes 41 Ironman, parce que j'ai dû mettre entre 12h30 et 13h30, peut-être bien, suivant les jours, les chaleurs, les fatigues, les envies, les fêtes et tout ça. J'ai mis 13h01. La moyenne des cas, donc c'était plutôt pas mal. Donc on va dire qu'à 19h30 j'avais fini. Le protocole absolument pas prévu au début, c'était que je danse tous les soirs. Donc dès que j'arrivais, je dansais avec le public parce qu'on était là pour partager. Je m'imagine pas dire tiens, je vais créer un événement pour rassembler du monde et dire ah oui, là vous vous rendez compte, je suis fatigué, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille me reposer. Bah non, je suis là pour les gens, donc je suis là pour leur faire voir, donc je vais être dispo. Donc en général, c'est plutôt mon équipe qui me chopait par le bras ou l'épaule et hop, là, disons, ça fait 20 minutes que tu danses, faut qu'on passe à autre chose. Et derrière, j'avais tout le protocole médical, donc cryothérapie, 20 minutes de cryothérapie dans un bain à 9 degrés. Ensuite, kiné, ça pouvait aller jusqu'à 2 heures de kiné. Il y a eu des jours où j'avais quelques muscles qui avaient un peu de mal, mais voilà, donc ils me relâchaient bien. La douche, en même temps je mangeais, tout le protocole médical de prise de poids, de tests divers, de prise de sang, de machin, enfin, voilà. Et puis je rentrais chez moi en général vers minuit.
le temps que tout soit terminé. Et à minuit, je faisais quelque chose qui est indispensable pour moi et qui était un vrai bonheur. Je travaillais. Voilà, je travaillais pour mon entreprise et donc là, en général, jusqu'à 1 heure et demie, je travaillais et parce que pour moi, mais c'était un bonheur, hein, c'était pas une contrainte. C'était, je me disais, bah, je suis content, mes clients, tout avance. S'ils se posent des questions, j'ai le temps de répondre. Si mes équipes se posent des questions, je réponds. Enfin voilà. Donc, c'est-à-dire que le lendemain, je suis super serein parce que je sais que tout roule, quoi. Donc, voilà. Et donc, ouais, 1 heure et demie, mais il m'arrivait de me coucher à 2 heures, 2 heures et demie parce que j'avais des trucs qui me plaisaient encore un peu plus. Mais grosso modo, le programme moyen, c'était 1 heure et demie, je me couche et c'était pas. Donc très peu de sommeil pour repartir le lendemain. 5 heures, Ouais, mais 5 alors heures et moi, demie moi debout. en règle générale, je dors entre 2 et 4 heures. Donc, voilà, ça fait partie de. C'est pas une chance. Le truc classique, c'est de dire, ah oui, mais non, mais moi, si j'ai pas mes 7 heures, mais tout est possible pour tout le monde. Il y a pas une personne qui est pas capable de le faire. Maintenant, on passe pas de 7 heures ou de 8 heures par jour à 4 heures. Hein. C'est des choses qui s'apprennent avec le temps, qui se travaillent, il y a plein de choses à mettre en place. Mais c'est parfaitement accessible à tout le monde. Moi, j'ai même fait, je suis même capable de pousser jusqu'au bout. Le plus court que j'ai fait de ma vie, c'est 3 heures. Quand j'ai fait Londres-Paris en triathlon, j'ai pris un shoot, 3 heures, 3 minutes. J'ai pris un shoot sur le vélo. Je voyais que je zigzaguais et tout. J'ai prévenu mon équipe. Je dis, je fais un 3+3. Ils me regardent avec un gros point d'interrogation. Ça veut dire quoi? Je dis, vous avez 3 minutes pour me préparer à manger. Enfin, je veux manger, vous me préparez à manger. Je veux manger en 3 minutes. Je dors 3 minutes et je repars. Et je suis arrivé à Paris comme ça. J'ai juste dormi 3 minutes. Par contre, quand je dors, j'arrive à me mettre dans un état tel de sommeil profond que moi, c'est réparateur en fait. C'est pas le nombre d'heures qui va compter, c'est la qualité du sommeil. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et il y a des amis qui m'ont parlé encore la semaine dernière, qu'on me déplace pendant mon sommeil. Ils me réveilleront pas. En fait. Au moment où j'ai décidé que je dors, on m'a emmené une fois à 100 mètres d'où j'étais. Hein. Je sens rien, quoi. Je suis parti ailleurs. Donc, je suis capable de me vider complètement, de récupérer très vite et de repartir en pleine forme derrière. Donc tu as une capacité de contrôle sur ton corps. Tu l'as découvert au fur et à mesure ou c'est l'expérience qui te fait justement faire ces choix pour le sommeil et pour la récupération? Oui, bah, en fait, c'est comme tout. C'est un apprentissage. Donc, je me suis pas dit, il faut que je dorme moins, faut que j'apprenne, il faut que je découvre. J'ai jamais lu un bouquin là-dessus. Voilà. Comme je le fais pour tout le reste, dans l'alimentation, dans la préparation physique, etc. Euh, je, je, je n'imagine pas dans ma vie, mais même professionnelle, subir. Donc moi, je veux devancer les choses. Donc j'ai besoin de comprendre, de modéliser des choses, etc. Pas pour être meilleur que les autres, j'ai besoin de comprendre. Ça fait partie de ma façon d'être. J'ai besoin de comprendre les choses. Je fais du coaching, j'ai besoin de comprendre les gens en fait. J'accepte parfaitement que les joueurs soient différents de moi, pensent autre chose. C'est pas le problème, mais j'ai besoin d'arriver à comprendre, pas pourquoi ils disent ça, mais pourquoi ils en arrivent à avoir ce mode de pensée, d'être, de réaction, etc. Et donc, bah, j'ai fait pareil avec le sommeil, quoi. Mais je vais donner un exemple juste pour prouver que c'est possible à tout le monde. Ça me semble important. Si je vous réveille n'importe lequel à genre 1 heure du matin, par surprise évidemment, et je lui dis allez vas-y lève-toi, faut qu'on prenne l'avion, ton patron te paye 3 semaines de vacances et on part à la Réunion. Il n'y a personne qui sera fatigué en fait. Il va dire ah non mais te rends compte j'ai pas mes 7 heures. Non non là c'est marrant, il va réussir à se lever, à faire sa valise. Ça veut dire que ce qu'on va faire derrière c'est hyper important. Le plaisir qu'on va pouvoir trouver derrière à pourquoi on va se lever, c'est hyper important pour dire que finalement on n'est pas si fatigué que ça quoi. Si on prend, et c'est vraiment pour tout le monde, si on prend un enfant qu'on réveille à minuit pour dire, oh, le Père Noël, il est passé. Le gamin qui chouine à minuit d'habitude, là, il va pas chouiner. Hein. Il va aller voir les cadeaux, il va être super, il n'aura pas de problème avec eux. Voilà. Donc, ça veut bien dire que c'est possible pour tout le monde. Maintenant, ça vient pas en claquant des doigts, en se disant comme ça. Quoi. Il y a plein de choses à apprendre. C'est bien trop long à expliquer, mais il y a plein de choses à apprendre, d'apprentissage. Mais je dirais que pour faire simple, si on commence à vouloir dormir un quart d'heure de moins, on va se rendre compte très rapidement que c'est possible, un quart d'heure. Ça ne nous met pas en péril. On le fait un certain temps, et puis un peu plus tard, on va se dire, ouais, bah, je pourrais peut-être dormir 10 ou 15 minutes de moins. Ah, bah, finalement, voilà. Et puis, je pourrais peut-être faire ça ou ça pour m'endormir plus vite, ou pour dormir mieux, pas avoir le céboulot qui est en train de dire, ah oui, mais l'autre, faut que je lui dise ça. Ah, bah là, faut que je fasse les courses, là, faut que je fasse je sais pas quoi. Là, non, moi, quand je dors, c'est poum, c'est off. et du coup, je suis efficace direct, quoi, dans mon sommeil, quoi. Voilà.
Et au fur et à mesure, Ludo, de tes Ironman, donc dans ce défi 41, l'état de forme, comment il a évolué? Tu as été suivi, il y a eu des analyses, même des contrôles antidopage, alors que t'as peut-être Ouais. pas, c'est toi qui les as sollicités parce qu'ils ne sont peut-être pas venus à toi. Tu as voulu justement montrer que c'était vraiment à l'eau claire que tu réalisais ce défi. Euh, cette doctoresse que tu avais eue peu de temps auparavant, est-ce que tu l'as eue par la suite pour lui montrer que finalement elle s'était trompée? Non, non, jamais. Alors après, c'est pas ma nature de flamber. Hein. C'est pas. Je raconte cette anecdote-là, mais comme je la connaissais pas, que je sais même pas comment elle a eu mon numéro, j'aurais bien aimé à la limite lui présenter, mais sans, encore une fois, sans vouloir dire ah t'as vu, hein, c'est pas ma nature ça. Par contre, lui montrer qu'effectivement on peut peut-être penser différemment, ça m'aurait. Et si elle avait voulu, je l'aurais fait avec grand plaisir. Alors je les ai tous encore. J'ai tous mes bilans sanguins en fait. Il y avait 2 bilans sanguins par semaine. Alors, il y en avait un la veille, on a fait un bilan sanguin, alors j'en ai eu plein avant, hein, mais il y en a un la veille de partir. Je suis au top de ma forme physiquement, au top mentalement, et dans le bilan sanguin, 5 pages. Évidemment, j'y comprends rien du tout là-dedans, c'est fait pour mon médecin, mes diététiciens, mais eux, ils sont heureux, ils ont toutes les infos, les biologistes et tout ça. Et 5 pages, tout est parfait, mais tout, sur 5 pages de trucs, tout est parfait, tout est dans les clous. Ils m'ont amené là où on voulait que mon corps soit. Donc, sur tous les points, je suis au top. Au bout d'une semaine, sachant que en plus je débute avec un premier jour il fait 39 degrés, un deuxième il fait 41, le troisième il fait 40, enfin la canicule qui tape ce gros bruit mais qui arrive là-dessus. Au bout de 7 jours, j'ai un pic de- d'indicateurs qui montrent que je suis très très fatigué. En fait, c'était très fatigué comme prévu. Là, c'est quelque chose qu'on avait anticipé. Et il y a notamment un marqueur qui s'appelle les CPK et j'avais genre 1000 fois la dose maximale autorisée dans le sang. Pour les médecins, par rapport à ce qu'on leur a appris à la fac, je suis mort. Et ça m'est déjà arrivé. Hein. Je me suis retrouvé aux urgences une fois après une course. Ils me font une prise de sang pour autre chose et ils disent Walter, je me dis ben non, normalement, je sais pas, même quand ils font un infarctus, ils ont moins de CPK que moi. Quoi. Et donc voilà, pour eux, ça collait pas. Je n'étais pas dans le nuage de points, quoi. Voilà. Et ça, heureusement, j'ai un médecin qui est formidable dans son ouverture, ça, qui avec moi, je suis pas exceptionnel. C'est avec moi dans ma pratique, il comprend qu'il y a des choses, c'est pas comme entre guillemets comme on a appris à la fac pour monsieur tout le monde. Donc voilà, mais ce serait pareil avec n'importe qui. Hein. Si on pousse son corps avec la même méthode que moi, on arrivera à ces conséquences-là. Et donc, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste de comprendre pour qu'on gère, en fait, et pas qu'on subisse, ou qu'on prenne peur, ou que voilà. C'est à la limite, quand on voit ces voyants-là, on se dit, bah, c'est normal parce qu'on est dans les 5 jours, on est là, on est là. Et ça permet de checker parce qu'on a cette maîtrise. Ça, c'est au bout de 7 jours. Au bout de 15 jours, et ben, surprise, en tout cas pour beaucoup, mon bilan sanguin est équivalent à celui de la veille que je parte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand mon corps a pris un gros shoot, avec qu'est-ce qui se passe? Je réagis, je fais normal en fait. Mon corps met en place plein de choses. Et puis au bout d'un moment, il va falloir que je mette en place que je contrecarre ça et que je mette en place un certain nombre de choses. Et donc du coup, il s'habitue quoi. Il s'habitue comme on s'habitue tous à plein de choses en fait. Il a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour être capable de subir cette charge quotidienne. Donc au bout de 15 jours seulement, je suis redescendu de tout là-haut dans la fatigue et je suis au niveau de la veille. Mais alors, le summum, c'est qu'au bout de 41 jours, je suis plus en forme que la veille de partir. Ça, c'est juste invraisemblable. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas mon corps, c'est le corps à tout le monde. C'est le principe que plus on s'entraîne, plus on s'adapte. Et ça, je pourrais donner un exemple très simple pour que chacun puisse se l'approprier. C'est qu'on a tous appris à marcher, ou presque. Heureusement pour eu ce plaisir-là. On a tous appris à marcher et quand on a fait 1 mètre entre 2 chaises, c'était le bout du monde. Quoi. On l'a fait 10 fois, c'était plus le bout du monde. On a compris le petit bout d'équilibre qui nous permettait de faire 1 mètre. Sauf qu'après, faire 10 mètres, c'était le bout du monde. Enfin, traverser la pièce, c'était le bout du monde. Et puis on l'a fait 10 fois, 50 fois, c'était plus le bout du monde. Par contre, traverser toute la cour qui faisait 100 mètres, là, c'était le bout du monde. Puis on l'a fait plein de fois, etc. Aller à la boulangerie à 1 kilomètre, c'était le bout du monde. Et puis voilà, et à force de répéter quelque chose, ça devient hyper facile. Bon, bah, mon corps, il est comme celui de tout le monde, il a mis en place des trucs et plein de systèmes pour que ça soit de plus en plus facile. Et on pourrait le transcrire dans n'importe quoi. Quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, c'est super compliqué, ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs.
il va en immersion, et la première semaine, c'est terrible, et puis la fin du premier mois, ça commence à être mieux, au bout de 3 mois, il s'en rappelle plus, quoi. Voilà, parce qu'on baigne dedans, on fait des choses de plus en plus simples, et que ça devient naturel. Voilà, on met en place, mais faut accepter que ce soit pas simple au début, et que ça va, entre guillemets, nous coûter un certain nombre d'efforts pour que ça devienne un rituel ou un truc auquel on pense même plus. 6 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Les gens t'en parlent encore? Tu es encore le modèle peut-être pour certaines personnes qui t'ont vu, qui t'ont accompagné et qui aujourd'hui ont toujours cette pratique du sport dans leur quotidien, ayant été au contact de Ludo Le Fou sur ce défi 41? Alors, il y a pas une semaine, je dirais pas un jour, hein, peut-être pas, mais pas une semaine, ça c'est sûr et certain, où on me parle pas du défi et de ce que ça a apporté aux gens. Et je suis extrêmement fier, non, mais heureux, ravi, épanoui de me dire, mais ce qu'on a fait, ben, on a bien fait de le faire. Enfin, on a atteint notre objectif, c'est-à-dire qu'on a montré aux gens que c'était possible. Et mais j'ai des dizaines et des dizaines de gens qui m'écrivent, certains que je connais, d'autres que je n'ai jamais vus, enfin, je n'ai pas en mémoire, et qui me disent, mais j'ai fait ça dans mon entreprise, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça dans le sport, j'ai fait ça, machin, et c'est grâce à vous. Et alors moi, forcément, j'en suis ravi, mais je me dis, quand j'entends vous, c'est pas moi, quoi, hein. C'est pas moi qui vous vois, c'est vous, c'est toute mon équipe, c'est tous les bénévoles qui étaient là. C'est si on n'avait pas eu cette furie de prouver que c'était possible et cette cohésion, on n'aurait pas réussi un événement pareil et on l'aurait pas montré à tout le monde. Donc ouais, il y a pas une semaine où on m'en parle pas. Et puis moi, avec le recul, alors, le record, j'ai pas changé d'avis depuis le premier jour. Il m'intéresse absolument pas, je m'en fous de le record. C'était juste pour matérialiser le défi, voilà, et le rendre public, mais moi je vis pas pour les records, je m'en fous. Par contre, ce qu'on a vécu, bah, je pense que quasiment quotidiennement j'y pense. En fait, j'ai forcément quelque chose qui me rappelle. Mais j'y pense. Je pense pas à vélo, j'ai fait ça. Ah, là, t'as vu comment je tourne les jambes. Non, j'ai un tel, il était là, il bossait ou il était en arrêt maladie, il avait tel problème, il venait quand même à 5 heures du mat faire me donner un coup de main parce que le pauvre vieux, il avait un problème de hanche, il avait je sais pas quoi. L'autre, il a fermé sa boîte. J'ai des gens qui ont fermé leur entreprise. Il y a des gens qui ont annulé leurs vacances d'été pour être là parce que ça devenait la folie, qu'ils ne pouvaient pas imaginer prendre plaisir ailleurs. Et je me dis, c'est énorme, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai des centaines et des centaines d'anecdotes, donc je vois un truc à chaque fois, boum, j'ai le cerveau qui rebondit sur une image du défi, quoi. Alors, quand tout s'arrête, quand ce défi s'est arrêté, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque le lendemain finalement de ce 41e Ironman? Tu t'es levé, tu dis ah bah non, finalement aujourd'hui il y en aura pas. Alors ça, je l'ai entendu, mais alors, des centaines de fois. Avant, tout le monde était inquiet. En fait. Ça va être terrible, le manque, le machin. Et ça correspond exactement à ce que je disais tout à l'heure. C'est on t'imagine alors qu'on connaît pas. Et moi, ça, c'est pas mon mode de vie en fait. Mais non, soit tu te dis il y a un problème et je vais le subir, soit tu le prépares et je vais pas le subir. Donc, comme accessoirement, je suis préparateur mental, je me suis aussi préparé au lendemain en fait. Mais moi, je l'ai vécu, mais je pense que c'est tous les gens autour de moi qui étaient malaises. Et d'ailleurs, il y a des tas de gens, ils m'ont fait quoi ce matin? Moi, je me suis levé à 5 heures comme d'hab, machin, parce que c'était devenu le rituel. Ou des gens qui suivaient même sur Internet, qui disaient, bah, on n'a plus les news. Bah oui, j'ai fini. C'est comme ça. Mais moi, j'étais heureux comme tout. J'avais prévu ce que j'allais faire derrière. En fait, j'étais pas. On parlait de bigorexie, j'étais pas dans le besoin d'en faire un le lendemain parce que mon corps était comme ça. Si j'allais trembler, si j'étais pas, si j'avais pas ma dose, j'étais pas dans ce truc-là. Je savais pourquoi j'allais faire ces 41. Quand j'avais fait ces 41, je savais que j'avais réussi mon challenge de prouver que tout était possible, que le HR c'était beau et qu'on pouvait en parler avec un machin. Enfin voilà, ça c'était fait. Bah, je passe à autre chose. Voilà. Et une des recettes que j'ai mis en place, c'est arrivé à tout le monde, je pense, de passer d'excellentes vacances quelque part, de rentrer, d'être très motivé pour le boulot, ou voilà, par exemple, et puis d'un coup d'avoir la tête ailleurs. On est reparti, on est sur une plage, sur un sommet, sur je sais pas quoi, parce que c'était tellement bon que notre inconscient il nous emmène. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Et je me suis dit, forcément, quand j'aurais vécu 41 jours de bonheur, ça va être d'autres pour me rappeler quand même, parce que déjà quand je passe 15 jours dans le désert, ça m'est déjà arrivé d'avoir le ciblot qui dérape sans arrêt. Je me dis comment je vais faire. Et ben en fait c'est simple. Je me suis prévu un planning
d'abord avec ma famille parce que c'était hyper important. J'ai mis à contribution ma famille pendant 41 jours à dire ah il est parti, ah bah il est pas encore revenu. Grosso modo, ils avaient plus de nouvelles par les réseaux sociaux où on en voit là-bas que d'avoir des vraies nouvelles comme d'habitude. Donc je lui dis tout ce que je vais faire, ça va être pour ma famille parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai pu faire ça. Et surtout, je leur ai mis occupé. Donc je crois que le surlendemain, j'en ai une petite dernière à Disneyland. On est parti ensuite à la mer en famille, en machin, un truc. Et donc, voilà, comme j'ai mon planning est plein, j'ai pas le temps de penser à autre chose. Si je m'arrête, je vais penser à autre chose. En fait. Voilà. Donc, j'ai jamais été en manque parce que j'ai rempli mon planning. Et durant toutes ces journées, que ce soit dans la piscine, sur ton vélo ou lors de ton marathon pour terminer cet Ironman quotidien, tu pensais à quoi? À tous les gens que tu voyais, à tous les gens que tu côtoyais au fur et à mesure de ce parcours? Quelles étaient tes pensées? Ah, elles étaient nombreuses, mais si je dois les synthétiser, à la fois pour le défi et à la fois dans ma vie en général, je crois que j'ai passé la plupart de mon temps à me dire que j'avais de la chance, une chance inouïe, quoi. J'avais une chance inouïe d'avoir des partenaires qui croient en moi. Vous imaginez, je vais voir quelqu'un pour lui demander de l'argent. Et peu importe que ce soit 1000 ou 10 000 euros. Hein, voilà. Je vais voir, je dis bonjour, je viens quadrupler un record du monde. Ça paraît. Là, il dit bah non, c'est pas possible, on quadruple un record du monde. Ouais, non, mais voilà, si tu peux me donner 10 000 euros. Bon, le mec, voilà, donc il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui me connaissaient pas, et qui m'ont dit non mais ce mec-là, ce qu'il fait là, c'est visiblement structuré, donc on peut lui faire confiance. Et je dis mais il y a des gens qui m'ont fait confiance au point de me donner de l'argent comme ça et payer ce record. Il y a des gens qui ont annulé leurs vacances pour être à côté de moi du matin jusqu'au soir, voir la nuit, et voir. Il y a des gens qui ont couché la nuit pour surveiller mon matériel, qui ont couché sur place. Bah, c'est un truc de fou. Ils étaient même pas dans un matelas, quoi. Ils ont couché sur place pour moi. Et je me dis mais c'est juste invraisemblable, quoi. J'ai des gens autour de moi, je suis un chanceux terrible, quoi. Et je me dis, enfin voilà, je pensais à toutes ces chances-là, et dès que je tournais la tête à droite, à gauche, je dis, bah, voilà, ça c'est de la chance, ça c'est de la chance, ça c'est de la chance. Même si quelque part j'ai dû attirer la chance, enfin vous mettre ce qu'il faut pour attirer la chance, mais voilà, donc j'étais plutôt en mode consommateur de ma chance, mais en conscience, en me disant, tu te rends compte de la chance que t'as, quoi. Et voilà, et donc bah, quand t'es comme ça, t'as mal nulle part. Hein. Il n'y a pas de risque. Et si on fait un point sur le nombre de bénévoles, parce que tu le dis, c'est quelque chose d'important. Sans eux, le défi n'aurait pas pu être réalisé. Entre les partenaires et tous les bénévoles, ça représente combien de personnes au total si on devait les saluer et les remercier aujourd'hui? 250 bénévoles, c'est fou. Hein. 250 bénévoles. Et je dirais que les trois quarts, je les connaissais pas. J'avais jamais entendu parler, quoi. Ils sont venus se présenter, ils ont demandé ce qu'ils pouvaient faire, comment ils s'organisaient. Ils ont pris des congés, des trucs de fou, quoi. Non, mais il y a des gens qui venaient de 300-400 km. Hein. Il n'y a pas que des gens du tour de Vendôme. Hein. On a vraiment créé quelque chose d'énorme, quoi. 250 bénévoles. Et il y avait en tout une cinquantaine de partenaires. Voilà, parce que ce qui était important, j'avais 150 000 euros de budget, hein, et pour moi, ce que je voulais montrer aussi, c'était mon territoire, et donc ça paraît pas grand-chose, et pourtant pour moi, ça a largement autant de valeur, parce que c'est la confiance qu'ils m'ont accordée. J'ai des boulangers qui m'ont fait du pain tous les jours, gratuitement. Alors, pour du pain. Enfin, bref, que ce soit du pain ou que ce soit pour 1000 ou pour 10 000 euros, c'est la même chose, quoi. Il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont ramené des œufs, il y a des gens qui venaient manger. Non, mais il y a des trucs de fou. Il y a des gens qui venaient qui me faisaient des brioches, qui me faisaient des pâtes fraîches, qui me faisaient des trucs, parce qu'ils voulaient contribuer à leur manière, quoi. Je dis, mais c'est énorme, quoi. C'est juste énorme. Donc, ouais, en tout, je dirais entre 250 bénévoles et une cinquantaine de partenaires. Alors, une fois la page tournée du défi 41, ben, c'est signé, hein, dans ton mail, il y a marqué Ludovic Chorgnon, concepteur d'impossible. Alors, tu t'es tourné vers d'autres défis après avoir déjà traversé l'Himalaya, parcouru la diagonale des fous à de nombreuses reprises. Bah, tu t'es lancé 2 ans après dans une tentative assez folle de relier Londres à Paris avec un triathlon, on va dire, très très longue distance. En quoi consistait-il et comment est né ce deuxième défi? Alors, on pourrait en donner des dizaines, hein, parce que tu en as fait quand même pas mal, mais celui-ci, il est quand même encore particulier. Pas forcément sur le territoire du Loir-et-Cher cette fois-ci.
Ouais, alors, il se terminait en Loir-et-Cher, mais effectivement, c'était un triathlon de Londres à Paris, ce qui représente 500 km. Il y a quasiment 150 km on commence par la course à pied, donc on part de Londres à Douvres en courant. Ensuite, on traverse la Manche. Alors, il y a 33 km à vol d'oiseau, sauf que c'est impossible, même pour un nageur professionnel, de faire 33 km parce qu'il y a tellement de courant dans cette mer-là qu'on fait des S en fait pendant qu'on nage. Et donc, si on a à la fois de la chance et qu'on est bon, on va mettre 55 km. Si on n'est pas bon, comme moi, on va en mettre 65. Et si on est vraiment pas bon, on va mettre 70, 75 km à force de faire des zigzags, parce que plus on passe de temps, forcément, plus on fait des S. Et puis derrière, il y a 300 km de vélo pour relier Calais à Paris, quoi, à l'Arc de Triomphe. En fait, ça s'appelle Arch to Arc parce qu'on part de Marble Arch au centre de Londres pour arriver à Arc de Triomphe. Donc, voilà, Arch to Arc. Et donc, je me suis en fait lancé là-dedans. Encore une fois, pas pour prouver, pour moi, parce que c'est mon besoin. Je me suis dit, bon, ok, j'ai déjà traversé l'Himalaya, le cercle polaire, des déserts, la vallée de la mort, des machins, enfin, des trucs. Et je continuerai à le faire parce que je prends plaisir. Mais quelque part, plus je vais le faire, plus ce sera simple. Moi, je suis pas attiré par le simple, en fait. Je suis attiré par quelque chose où je vais apprendre, comprendre, me triturer le cerveau pour découvrir des trucs et tout. Et je dis, bon, c'est où que t'es le plus mauvais? C'est la natation, incontestablement. Donc je me dis, comme je suis un mauvais nageur, l'idéal, c'est quand même de tenter un petit truc, comme traverser la Manche, quoi. Voilà, je dis là, au moins, tu te seras prouvé que ça dépendait que de toi, etc., quoi. J'ai pas de prédisposition pour la nage. Alors, j'ai nagé, hein, puis mon papa était maître nageur et tout ça, mais je suis pas un nageur je dirais, les De bons nageurs en spécialité, oui. compétition. Voilà, ouais, nager des heures et des heures, c'est pas le problème, mais et donc voilà, c'était une merveilleuse, mais vraiment inoubliable aventure encore une fois avec mon équipe, parce que mon équipe est primordiale là-dedans. On est à la fois sérieux enfin, les mots ensemble, c'est sérieux, fun, plaisir. C'est-à-dire faut à la fois qu'on soit très sérieux, donc sur la préparation médicale, l'entraînement, le machin, tout ce qu'on veut. Il faut que ce soit, faut qu'on rigole. Si on rigole pas, enfin, moi je gagne pas ma vie avec ça, donc j'imagine pas. Déjà, là où je gagne ma vie, je m'amuse. Alors si là je fais un truc de sport et que je gagne pas ma vie, et que je m'amuse pas, ça va être terrible. Donc si on n'est pas là pour rigoler et tout ça, donc là mon équipe s'est retrouvée au milieu du truc, déguisée, à me chanter Love Boat sur le bateau et tout ça. Enfin on s'est vraiment pris des fous rires tout le long parce que quand on doit être sérieux, il n'y a pas de place pour la rigolade, mais en même temps, à côté, il faut qu'on ait le temps de souffler. Et puis du plaisir, c'est indispensable dans ce que je mange, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais vivre, dans ce que je vais partager avec mon équipe. Parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils ont des certitudes, parce qu'ils ont des connaissances, parce que tout ça, et on met tout ça en commun, et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment une très belle aventure. Et on a vécu une très belle traversée. Alors, ça a duré combien de temps, cette traversée? Parce que au bout de quelques heures dans la Manche, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à nager? Enfin, tu es après guidé et focus Ouais, sur ton alors, objectif. je l'ai fait 2 fois en plus, ce défi. Et donc là, je vais parler du deuxième parce que c'est le plus complet. Au bout de 4 heures, l'arbitre me dit, je dérivais tellement, je suis parti de nuit en fait, et je dérivais tellement. Alors moi, je sais pas que c'est pas moi qui dérive parce que je me perds. Hein. C'est les courants qui m'emmènent. Hein. C'est voilà, parce que moi, c'est le seul truc que je vois quand je nage, c'est mes mains et le bateau de temps en temps quand je sors la tête. Donc je voyais pas plus loin. Et encore dans la Manche, on voit pas toujours ses mains. Donc voilà, j'ai pas de vision. Je suis le bateau et je vais où on va. Mais forcément, le bateau comme moi, on est tiré par les courants en fonction de la vitesse à laquelle on va. Et au bout de 4 heures, l'arbitre me dit là, si t'es pas capable d'accélérer, je te sors de l'eau parce que ce sera impossible. Quoi. On a trop dérivé. On partait sur la mer du Nord en fait. C'est pas vraiment le bon sens. Voilà. Là dans ma tête, je me dis mais mon pauvre, t'es pas prêt de me revoir sur un bateau. T'as jamais vu un hors-bord en natation parce que là je vais t'en faire voir. Et là je suis parti mais comme un fait voilà, pour lui faire voir que c'était possible. J'ai contrecarré le courant, le machin. C'est probablement ce qu'il cherchait aussi à me faire faire. Hein.
peut-être à me piquer pour que je mette le turbo et que je change de cap. Et puis voilà, et donc j'étais quand même j'étais bien, je m'étais programmé pour ça, donc c'est pas mon sport préféré, c'est pas où je suis le plus performant, et pourtant j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour que je prenne plaisir. Même si je me suis bouffé des méduses, si je me suis bouffé des vagues, si j'avais la bouche brûlée par le sel, si enfin voilà, tout ce qu'on n'a pas envie. J'ai eu de la houle, j'ai eu le brouillard quasiment tout le long, donc je voyais rien. Donc impossible de voir la côte quand tu sais pas où tu vas. C'est quand même mentalement c'est dur. Tu vois que la côte, même si elle est loin, tu vois où elle est, tu vois avancer, ou tu peux dire que tu es toujours au même endroit, que ça. Là, tu fais pas de point en fait. Donc, mentalement, c'est un peu compliqué. Et puis il est arrivé des choses fabuleuse. J'ai ma femme qui est venue me voir par surprise en bateau au milieu de la Manche. Euh, donc là, c'était mon deuxième coup hors bord. Je suis reparti. Forcément, ça va être bien. Et avec ma femme, elle n'était pas toute seule. Il y avait mon entraîneur qui était là aussi, qui est venu par surprise, et parce qu'il pouvait pas être là au départ. Et il était prévu, mais il avait une compétition lui avant. Donc il est monté à Calais. Et ils ont pris un bateau tous les deux. Et il a sauté de son bateau sur le mien en fait. Et enfin sur celui qui me suivait. Quoi. Donc là, je suis devenu. Enfin, je l'étais avant, mais là, j'étais inarrêtable plus. Là, c'était. Là, c'était Ludo insubmersible. On fonçait vers, Ouais, vers Calais. clairement. Et pourtant, j'en ai bavé. Hein. Et en même temps, quand je l'ai vu, je lui ai dit des dizaines de fois. Je dis, j'ai un souvenir exceptionnel. Quand je l'ai eu, je dis merde, il est là. Alors, j'étais heureux comme un gamin qui revoit son père après l'avoir pas vu pendant 3 semaines, ou sa mère. Mais j'étais très heureux et je dis merde, il est là. Il va jamais me lâcher. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand mentalement tu lâches, tu vois, je tire pas le bras jusqu'au bout, les jambes, je fais de la merde, c'est pas grave. Enfin, t'avances comme tu veux. Quoi. Et là, je savais qu'il était là, il allait pas me lâcher, quoi. Donc, mais il m'a jamais lâché. C'est ton bras comme ça, le machin, le truc, les jambes, c'est pas bon, le dos, c'est si. Et en fait, il m'a poussé dans mes retranchements pour aller chercher pas la perfection, mais en tout cas le meilleur de moi-même. Et c'est comme ça qu'on a passé, parce qu'on s'est pris plusieurs fois des gros courants où l'arbitre et les marins pensaient qu'on passerait pas. Quoi. Et il a fallu mettre un coup de gaz, et il a su trouver les mots et tout ça qui était bien. Et pourtant, j'avais le reste de mon équipe qui était là, qui me suivait merveilleusement bien, mais personne ne me connaît en natation cette capacité à me pousser comme ça, quoi. Et puis forcément, bon, l'arrivée sur la côte, c'est un moment magique, quoi. C'est inoubliable. En plus, j'avais des copains qui m'ont aussi fait la surprise de m'attendre sur la plage, donc voilà. Parce qu'on sait pas où on va atterrir, donc ils ont même réussi à me trouver. Et puis derrière les 300 km de vélo, en fait, quand je suis remonté sur le bateau, on m'a ramené à Calais, parce que ça c'est la règle. À Calais, j'ai eu mes soins, les montations, etc. et tout. Et là, l'arbitre me dit ah c'est dommage, parce que alors moi j'ai mis 18h50 comme ça, 18h50 pour faire la traversée et 64 ou 65 km. Et l'arbitre me dit ah c'est dommage, t'as mis un peu moins de temps en natation, tu pouvais battre le record. Je dis, ah bon. Et il me dit bah oui, ou sinon là j'ai calculé, il faudrait que tu fasses du 15 à l'heure au début sur la première moitié et du 25 sur la deuxième partie. Sachant, alors ça paraît ridicule, hein, mais pour ceux qui connaissent le parcours, c'est très venteux et très up and down tout le long de la côte en fait. Donc c'est un parcours très vraiment difficile. Sur la première partie, et puis la deuxième partie vallonnée mais pas moins complexe. Et là je le regarde, j'ai dit comment veux-tu que je fasse 15 et 25? Maintenant que tu m'as dit ça, c'est impossible, je vais te l'exploser ton record. Je venais pas pour ça, mais je vais te l'exploser quoi. Donc là je suis parti, là où j'aurais dû être à 15, j'étais à plus de 25 de moyenne dans tout le truc. Donc j'avais 2 heures de retard au moment de partir, je crois que j'avais à peu près 2 heures de retard sur le record. Et j'étais à plus de 25. Quand sur la deuxième partie, j'ai eu le droit de changer de vélo grâce à mon équipe, et je suis passé sur mon vélo de contre-la-montre. J'ai jamais dû pédaler en dessous de 35 heures, je pense. J'étais entre 35 et 40 tout le temps. J'avais le couteau entre les dents. Je regardais pas le chrono. Je dis de toute façon tu donnes tout, ça va forcément passer. Je calculais rien. Je mettais tout ce que j'avais dans le sac. Et je me suis retrouvé avec à l'équivalent d'à peu près à 1 heure de l'arrivée, à peu près, j'avais 1 heure d'avance au record. J'avais complètement basculé le truc. Donc là,
moi qui gérais pas le chrono, quand il commence à m'annoncer ça, ça devient l'euphorie, quoi. Et, et puis malheureusement, pas malheureusement, je m'en fous en fait. Ça s'est pas terminé comme prévu avec Hardcore parce que on est rentré dans Paris et là c'était un vendredi soir. C'était donc sortie du boulot, l'horaire de sortie du boulot. C'était le premier week-end des vacances et le soir il y avait l'équipe de France qui jouait, je sais plus en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe, je sais plus, un quart de finale. Et donc je crois que c'était en Coupe d'Europe. Et donc non, en Coupe du Monde. Et donc voilà, il y a un monde de dingue. Il y a des feux rouges. Moi, j'étais obligé de rester à côté de la voiture quand il y avait l'arbitre. Et des feux rouges, j'ai pas bougé pendant, ils sont passés 3 fois. Et là, J'ai tu pas voyais bougé les d'un minutes centimètre. finalement passer, enfin l'avance que Et tu là, avais j'ai perdu un temps fou et j'arrive avec 30 minutes de retard sur mon record. Donc, à j'ai mis cause de cette 60 voiture heures, et de non, ce je juge crois, arbitre finalement. pardon? C'est ce juge arbitre qui t'a finalement un petit peu bloqué dans ta Oui, progression. oui, mais en même temps, enfin, moi c'est mon mode de pensée. C'est la vie, il y a des aléas, ça fait partie du jeu. Je vais pas me dire que voilà, j'aurais pu avoir le record. De toute manière, j'aurais pas mieux dormi le soir avec Hardcore. Hein. C'était moi ce que je sais et ce qui m'a fait bien dormir et faire la fête toute la soirée, c'est que j'ai tout donné quoi. Donc voilà, je suis pas revenu avec des remords. Ah, te rends compte là si t'as fait ça, si t'as fait ci, j'ai pas d'excuses à chercher, je m'en fous. J'ai tout donné, ça a donné ça parce qu'il y a des éléments, c'est comme ça, mais c'est comme la Manche. La Manche, on pourrait avoir de la chance d'avoir un bout de courant dans le dos ou pas de courant tout simplement pendant un moment et avancer. Et là, on gagne un temps fou, quoi. Et puis, et à l'inverse, moi, il m'est arrivé, il y a des zones où je nageais fort, hein. Et quand on regarde la trace du GPS, j'ai reculé, quoi. Lutter contre les éléments. Donc, Si t'as pas de chance, t'as les courants qui sont comme ça, mais ça fait partie des éléments. N'importe qui traverse la Manche à la nage sait que ça fait partie des éléments, faut les accepter. Donc sur ce défi-là, voilà, j'ai vraiment pas de remords par rapport au record, quoi. Je dirais que ça m'a juste servi à vraiment tout donner pour le faire en roulant pour me dire je suis arrivé à l'autre bout, quoi. c'est vraiment ce défi donc de Londres jusqu'à Paris. Alors, tu t'es pas arrêté à Paris parce que il fallait quand même rentrer à Vendôme et plutôt que de revenir Ouais. en voiture, tu es revenu en vélo. Voilà, histoire d'être un peu écolo et un peu en mode défi, je me suis dit tiens pour récupérer, il y a jamais que 150 km de vélo ou 180, je sais plus combien il y avait. Donc, effectivement, je suis rentré en vélo avec et puis il y a des copains qui sont venus me rechercher à mi-parcours et tout, c'était très sympa. Ouais. Alors, il y a eu d'autres défis, Ludo, encore depuis, puisque tu as parcouru finalement de nombreux environnements. Tu disais autour du cercle polaire. Alors, moi, j'ai une anecdote qui m'avait marqué en suivant tes aventures sur les réseaux. C'est que pour te préparer au froid, tu passes quelques heures, quelques moments, une nuit dans les chambres froides des supermarchés de Vendôme pour te préparer au cercle polaire. Ouais, c'est ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas un fan de. J'adore l'imprévu parce que je me suis conditionné pour gérer de l'imprévu. Donc, pour se conditionner, il suffit pas. C'est pas Rambo ou Rocky et Cri Adrienne, ça marche que dans les films. Donc, c'est de se dire, ok, j'ai confiance dans mon matos, je connais telle technique, je fais ça, je connais mon corps, je sais. Enfin voilà, plus j'ai ces éléments-là, plus j'ai d'outils à ma disposition, plus je vais être capable de faire face aux aléas et j'ai envie d'avoir des aléas donc c'est parfait. Donc je me suis entraîné plusieurs fois dans le congèle donc à -26 du supermarché à côté de chez moi et, et au début ils avaient peur en fait. Ils disent mais faut qu'on vienne vous chercher au bout de combien de temps machin et ça. Et donc en fait je me suis entraîné à courir, c'est le plus simple. C'était pas tellement ce que j'avais besoin, mais ça m'a permis de valider un certain nombre de choses sur mon équipement, sachant que j'ai une particularité, c'est que depuis 5 ans, j'ai le syndrome de Raynaud. Donc, le syndrome de Raynaud, j'ai les moindres variations de température, j'ai même pas besoin d'être dans le négatif. Hein. Des fois, je passe de 20 degrés à 15 et j'ai plus de temps dans les doigts, sur les mains comme sur les pieds. Donc, ça veut dire que je dois être hyper protégé à ce niveau-là, mais en même temps, quand j'ai des moufles, je peux même pas ni me gratter le nez, ni prendre une barre à manger. Donc, donc il faut bien trouver des techniques pour être capable de faire ça. Donc, j'ai validé mon matériel, mais j'ai surtout, je me suis entraîné à manger et j'ai commencé à apprendre des choses. Par exemple, le gaz à -26 degrés, ça vole pas bien, quoi. Donc voilà, dans la théorie, on dit ah je prends le réchaud, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, mais ça c'est la théorie. Il y a que la pratique qui va valider tout ça. Et le gaz chauffe rien et j'ai pas 1 heure et demie à attendre pour avoir de l'eau tiède devant un pauvre réchaud, quoi. Donc il a fallu que je trouve d'autres techniques. Et puis quelque chose
qui a été très très important, et j'ai déjà fait avant et que j'ai refait là à cette occasion-là, c'est de dormir dans le congèle. Là, autant vous dire que dans le supermarché, ils étaient bien qu'inquiets. Mais on vient vous chercher dans combien de temps? Non, non, vous venez pas me chercher. Non, on viendra dans 15 minutes. Non, 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 je dors minimum 1 heure. Et en fait, je dormais tellement bien que j'ai dormi 2 heures. Donc j'ai dormi 2 heures par moins 26 degrés, posé par terre dans le congèle. Et ça a servi à quoi? Ça m'a servi à, à mieux dormir pendant la compétition. Parce qu'en fait, j'ai dormi à poil dans mon duvet. Donc j'étais sûr que mon duvet, sans aucune protection sur moi, résistait à moins 26 degrés, quoi. C'est-à-dire que le jour J, quand je suis sur le cercle polaire, je me pose pas de questions, quoi. Je me fous dans mon duvet, je me fais un tas de neige pour m'abriter du bois, du vent et tout ça, et c'est fini, quoi. Je dors bien et je me dis pas, ah oui, mais si j'ai le nez qui gèle, ah bah non, alors je vais le mettre dedans, oui, mais si j'ai pas assez d'oxygène, ah bah, ou si j'ai trop froid, comment je vais faire? Il y a pas de si parce que je connais. Donc je, donc je débranche le cerveau, je suis confiant, je dors et c'est super efficace. Voilà. Donc ça fait partie de mes tests. Comme j'en ai un d'ailleurs ce week-end, je vais faire un test dans un sauna, mais pour une... Oui, ce que j'allais te dire, parce que après le cercle polaire, donc où tu as parcouru plus de 300 km donc sur cette course, là c'est la vallée de la mort qui t'attend pour l'été, enfin pour l'été, pour les semaines à venir. Et donc après la chambre froide, là on passe au sauna. C'est ça. Donc là, ce week-end, j'ai encore ce matin, on checké avec toute mon équipe médicale. Cette nuit, j'avais encore le diététicien. On est en train de travailler sur des bouillons de légumes pour m'apporter de l'eau, mais avec des vitamines, sans avoir trop de sucre, etc. Enfin, voilà, on est toujours sur à la fois le plaisir, le naturel et une vraie maîtrise de ce qu'on va faire et pas jouer aux apprentis sorciers. Il y aura des prises de tension, des prises de température, des prises de poids toutes les heures, enfin il y a plein de choses, de l'impédance métrie pour savoir mon taux d'hydratation et de masse musculaire, comment je vais évoluer au fur et à mesure des horaires et tout. Et l'idée c'est que je me suis dit que tant qu'à faire, parce que j'adore les défis et que ça va m'amuser, je vais faire un Ironman, quoi. Au lieu de faire une petite séance d'une heure ou 2 heures ou 3 heures pour voir si je tiens, je me dis tant qu'à faire, je vais me lancer le défi de faire un Ironman complet. Donc je vais nager dans la piscine municipale de Vendôme, 3 km 8, c'est pas le plus compliqué. Et derrière, je vais faire 180 km de home trainer par 50 degrés dans le sauna et 42 km 195 de course à pied sur mon tapis roulant dans le sauna. Donc en vue de préparer cette Ironman donc dans la vallée de la mort. Ça c'est ce programme de l'été. Le prochain défi, c'est l'Ironman dans la vallée de la mort aux États-Unis, donc où j'ai eu la chance déjà de traverser. Hein. J'ai couru une fois une course qui s'appelle la Badwater qui fait 216 km non-stop et il fait entre 50 et 55 degrés le jour et 45 degrés la nuit, ce qui est le plus dur d'ailleurs. La nuit, et donc je sais à quel point j'ai souffert. Je pense que de toute mon histoire sportive, c'est la course où je suis le plus loin au fond de moi, en fait. Je me rappelle très très bien, c'est quelque chose qui est marquant, avoir oublié mon nom de famille, avoir ma femme qui est dans la voiture et ne plus me rappeler son prénom, poser des questions, et à peine j'avais terminé, je me demandais ce que j'avais posé comme question déjà ou de quoi on me parlait. Voilà. Et je me suis raccroché à quelques petits éléments qui m'ont permis de me sortir de l'affaire. Mais j'ai été très très loin dans la fatigue, quoi. Vraiment, je me rappelais plus. C'est impressionnant quand même de dire qu'on se rappelle plus de son nom de famille, quoi. Donc j'ai été loin. J'ai vu à quoi je pouvais me raccrocher et comment j'allais me sortir de tout ça. Donc je sais qu'il faut que je me prépare et que ça va pas être en se disant avec tout ce que tu as fait dans le désert avant, ça va passer tout seul, quoi. Mais tu es quand même quelqu'un de très résistant, un dur au mal, comme on pourrait les appeler, parce que pour avoir parcouru depuis de nombreuses années maintenant tes récits, des blessures au dos, c'est pas ça qui va t'arrêter, une entorse ou des choses comme ça, tu continues. Enfin, est-ce que le mental, toi qui es préparateur mental, influence beaucoup cette douleur? Est-ce que le corps peut renvoyer comme signaux en disant là t'as mal, on arrête? Toi, tu arrives à passer au-dessus? Ah bah oui, c'est assez facile. En fait, j'arrive à comprendre ce qui se passe dans mon corps. Et donc, comme j'arrive à comprendre, je fais des choix, qui permettent à la fois de protéger mon corps et d'aller plus loin que ce qui est le réflexe de base, en fait. Parce que ce qui nous contraint souvent,
Et ce que j'explique souvent aux gens que j'accompagne, c'est les réflexes. Les réflexes, on en a tous. Ils sont normaux, ils sont naturels. C'est pas pour autant qu'ils sont bons. Je vais vous donner un exemple qui a rien à voir avec le sport, mais pour montrer que c'est vraiment, ça touche tout le monde. Et que du coup, c'est possible pour tout le monde si on accepte de travailler sur son mental. C'est que si tu es sur la neige, tu vois que tu dérapes dans un virage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu donnes un coup de volant. Parce que tu veux pas aller au tas, en fait. Alors qu'on sait tous qu'on va déraper, que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, hein. En fait, il faut remettre les roues droites et il faut accélérer. Et voilà. Mais le réflexe, on l'a tous. On a tous eu envie de donner un grand coup de volant parce qu'on voyait qu'on partait pas au même endroit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça, il y en a plein. Il y a des réflexes. Quand j'emmène des gens en altitude, alors quand moi j'y suis et surtout quand j'emmène des gens, je leur explique avant ce qui va se passer dans leur corps et dans leur tête pour qu'ils soient pas surpris et donc qu'ils connaissent je dirais entre guillemets, le protocole qui va leur permettre de passer outre sans risque et avec maîtrise et avec assurance. Quand tu montes en altitude, à un moment ou à un autre, alors il y a des gens, c'est à 3000. Moi, je sais que à 6000 mètres, j'ai la chance de pouvoir courir. Ça, je dirais que c'est de la chance, ça travaille pas, c'est comme ça. J'ai eu cette chance-là. À 6000 mètres, je cours. Mais peu importe que tu sois à 3000 ou à 6000, à un moment, tu te rends compte qu'il y a plus que tu manques d'oxygène. Voilà. Donc, le réflexe, ça va être quoi? Pour beaucoup, ça va être de dire, ah, je manque d'oxygène. Comment ça va se faire? Je vais mourir ou je vais pas être bien, je vais faire un œdème, je vais machin, etc. Donc, le truc, c'est soit je m'arrête, soit je redescends pour retrouver de l'oxygène. Ça, c'est le réflexe, je dirais, naturel. Et en fait, c'est qu'un réflexe. Le truc, c'est de se dire, OK, j'ai moins d'oxygène. Ça veut dire j'ai plus d'oxygène. J'ai moins d'oxygène. Bah, donc, il faut que je consomme moins. S'il faut que je consomme moins, je peux peut-être marcher au lieu de courir. Et puis, ou je peux peut-être faire une pause d'une minute et courir une minute. Enfin, peu importe, je vais trouver, peu importe la solution. Mais si j'ai compris, c'est en fait ce qui est arrivé dans mon truc, que j'étais pas, là, je vais faire un choix en disant, un truc encore plus basique pour tout le monde, c'est, qu'on soit nageur ou pas nageur, on arrive tous à tenir 30 secondes de la tête sous l'eau. C'est pas, on met personne en péril avec ça, quoi. Si j'arrive derrière quelqu'un par surprise et que je lui appuie la tête sous l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débattre, il va vouloir sortir de l'eau, comme s'il allait mourir. Alors que le réflexe, c'est le réflexe, ce qui est normal. Mais encore une fois, moi, pareil, ça m'est arrivé dans le temps, hein. Et là, le réflexe, le bon réflexe, ça pourrait te dire, ok, je vais descendre un peu plus bas, je vais regarder qui c'est qui vient de me tomber sur le dos. Ah, c'est ma femme, c'est mon gamin, c'est machin. Et puis en plus, je sais que je peux tenir 30 secondes. Je vais aller sortir la tête un peu plus loin, quoi. Voilà. Et le réflexe fait souvent faire des conneries, en fait. Donc voilà. Moi, je me bats contre ça. Et donc, par rapport à mon corps, le fait de le connaître, le fait d'avoir fait plein de choses, etc., ça m'aide à prendre des bonnes décisions et pas se dire ah bah t'as un pied, j'ai couru avec un pied cassé. Oh, très bien, c'est pas un plaisir, j'ai pas envie, je vais pas flamber en disant ah, t'as eu machin, je suis avec le pied cassé, je m'en fous. Mais en même temps, je sais que c'est pas un pied cassé qui va m'empêcher de courir. Voilà, ça va être gênant, ça va m'obliger à faire tel type d'aménagement, etc. Mais ça sera pas suffisant pour m'empêcher d'atteindre mon plaisir et mon objectif, quoi. Voilà. À chaque fois, j'arrive à mettre mon corps entre parenthèses par rapport à ça, parce que j'ai, même avec une hernie crurale, une fois que j'ai eu, euh, on m'a on m'a on m'a pronostiqué un diagnostic vital de 4 heures. Voilà, et j'ai couru pendant 8. J'étais à plus de 5000 mètres d'altitude au Tibet, sur sur un magnifique sommet qui s'appelle le Mont Kailash. Et j'ai fini, quoi. Voilà, donc voilà, je suis pas surhumain, hein. C'est vraiment possible pour tout le monde. Encore une fois, c'est comme le sommeil. On passe pas en mode binaire de rien à tout. C'est des petites victoires. C'est une capacité à dire ah bah oui, finalement moi aussi, ah bah là, et puis je vais un peu plus loin, puis je vais un peu plus loin, et puis après ça s'appelle la maîtrise, hein. C'est en anglais, on commence par My Taylor is rich et ça suffit pas pour parler l'anglais, et on le répète plein de fois, et puis et on finit par on finit par parler anglais, quoi. Donc, faut accepter de commencer doucement et d'avoir du temps et de comprendre. Surtout, il faut comprendre. Alors, avec tous ces défis, Ludo, est-ce que tu as encore des choses qui te font rêver, des défis encore plus fous? Je sais que la pandémie a peut-être perturbé un petit peu tes plans. Tu avais un défi qui était en cours de préparation. C'était le 7 extrême, c'est ça? Ouais. C'est le 777. Donc, en fait, c'était de faire 7 Ironman sur 7 continents en 7 jours. Déjà, en termes de vol, est presque pas très facile. Donc, en plus, faire un Ironman en 10-11 heures tous les jours,
avec la fatigue, le décalage horaire, les changements de climat, la logistique, les papiers, les machins et tout ça. Mais j'ai réussi à trouver le planning où, avec 1 heure de marge, j'arrive à faire le tour du monde en 7 heures. Ah, en 7 jours. Donc, voilà, ça c'est un challenge. Malheureusement, la pandémie est arrivée et donc, autant dire que trouver un avion, c'est un peu compliqué. Donc, bah voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi, dans un coin de ma tête. Moi, je gagne pas ma vie avec ça, donc je garde mes petits défis en moi. Et puis quand les planètes s'alignent, je les lance. Et puis voilà. Et sinon, j'en ai un quand même que j'ai depuis une bonne dizaine d'années. On m'a toujours pris pour un hurluberlu, mais j'y crois dur comme fer. Je suis persuadé que je serai le premier à aller faire un marathon sur la Lune. Voilà. Donc, j'ai déjà pris, ça fait bien des années que je suis les vols qu'il va y avoir, ce qui se prépare, etc. Je commence à monter des budgets qui vont être juste énormissimes, mais j'y crois fortement. Et la première fois où on pourra retourner sur là-bas, je compte mettre dedans et en profiter pour faire un marathon. Donc avec des foulées bondissantes sur l'astre lunaire. C'est ça. Alors Ludo, pour conclure cette interview, quel conseil tu pourrais donner aux gens, toi qui as expérimenté de nombreux défis, ta motivation, elle est peut-être pas au-dessus de la moyenne, hein, mais tu l'as travaillé comme tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens quand on les prépare et quand on les lance dans le sport pour qu'ils gardent la motivation et qu'ils puissent remplir leurs objectifs? Alors pour moi, il y a plein de paramètres et ça dépend de la culture de chacun, etc. Mais dans ce que je vois très régulièrement et pas qui me désole, mais qui me chagrine, c'est que beaucoup de gens font du sport pour paraître, pas pour être. Donc en fait, il y en a qui vont se lancer le fait de faire un 10 km, un semi-marathon, voire le marathon de Paris ou je sais pas quoi, parce que le collègue, parce que le beau-frère, parce que je sais pas quoi, il a ça, et que finalement, putain, ce serait pas mal d'avoir le même t-shirt, le même truc, mais c'est pas un truc qu'ils ont au fond d'eux, quoi. Et ça, pour moi, c'est gênant parce que à partir du moment où ce sera dur, ils trouveront pas la motivation, en fait. Alors, si c'est quelque chose qu'on a envie de faire pour toi, et vraiment pour toi, on s'en fout de courir 5 km. Moi, je trouve que courir 5 km, c'est aussi bien que moi quand je vais en courir 900, je m'en fous. Ça appartient à chacun. Mais si on sait pourquoi on veut le faire, ce que ça nous apporte, dans quelles conditions, etc. Ça, c'est vraiment indispensable pour moi à l'équilibre et de pas commencer à se comparer. Et là, ah oui, non mais moi, combien de personnes, c'est un nombre incalculable de vont dire ah non mais moi je vais pas venir m'entraîner avec toi, je suis aussi entraîneur d'un club, je vais pas venir. Enfin moi j'ai pas le niveau, je débute, on va tous débuter quoi. Donc, acceptons de débuter, de progresser, d'être dans une structure où on nous suit, etc. Enfin peu importe le truc. Donc s'accepter au niveau où on est, accepter ses défis, mais pas ou ses ambitions, mais pas en regard des autres, pour soi, parce qu'on a trouvé quelque chose pour ça. Ça c'est pour moi c'est primordial pour réussir. Voilà. Après le deuxième, c'est de se dire que on commence pas par se dire que c'est impossible, ça va être possible. Et derrière, on va faire le calcul des coûts en fait. Le calcul des coûts, c'est ça me demande tant d'heures d'entraînement ou tel investissement pour je sais pas quoi, des bonnes baskets, des bons trucs, un bon vélo, enfin peu importe, ou un entraîneur ou une licence de je sais pas quoi, enfin voilà. Et est-ce que ça en vaut la peine pour moi encore? Voilà. Donc et si on est prêt, si on a trouvé la motivation, voilà, on passe sur tout. Pareil, je connais personne qui est. Moi, j'ai emmené une mamie de 78 ans sur le camp de base de l'Everest. Surpoids, 78 ans, problème cardiaque. Je l'ai emmené sur le camp de base de l'Everest. Elle m'a dit ouais mais moi j'ai pas le niveau machin. J'ai dit bon ok effectivement t'as pas le niveau. Si tu me dis ça t'as pas le niveau. Et par contre si tu me fais confiance et que voilà, c'est elle qui est venue me voir pour que je l'emmène là-haut voilà, mais et elle y est arrivée. Je lui ai fait traverser la Corse à un malvoyant par le Germain et en version alpine. C'est a priori pas possible. Et pourtant j'ai expliqué plein de trucs et le gars il tombe sur un trottoir en général. Donc là on a fait la version alpine. Voilà. Si on commence pas par dire que c'est impossible et qu'on est prêt à évoluer, à changer, à expérimenter, voilà, on y arrivera toujours. Voilà. Mais c'est pas fait pour se comparer, hein. C'est fait pour atteindre ce qu'on a envie de faire soi, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment primordial, je pense. Bon, ben, un grand merci Ludo pour tous ces conseils. Sur quel réseau on peut malgré tout te suivre, même si tu es, on va dire, discret et que tu n'aimes pas ça? Ouais, moi j'aime pas ça, mais je dois ça à tous les gens qui me suivent et à tous les gens qui me soutiennent avec tous mes partenaires. Donc
Il y a une page Facebook, on est 6-7 à pouvoir l'alimenter. D'ailleurs, l'Iron Soda que je vais faire ce week-end sera diffusé en live dessus par mon équipe. Ça s'appelle sur Facebook, ça s'appelle Défi 41. Et sur Instagram, c'est, je crois que ça doit être Défi 41 ou Iron Extreme peut-être, je sais plus. Bah, je remettrai les notes dans l'épisode. Je crois que ça doit être Iron Extreme de mémoire. Bon, je suis pas, comme je te disais, je suis pas trop un fan, mais il y a tout ce qu'il faut effectivement pour suivre. Ben, un grand merci Ludo pour ces nombreuses anecdotes, ton témoignage et montrer que c'est possible finalement quand on le souhaite. Ouais, bah écoute, c'est un plaisir de partager avec toi, Sébastien. Et puis, écoute, oui, c'est effectivement tout est possible. Faut juste s'en donner les moyens et surtout pour s'en donner les moyens, savoir pourquoi on a vraiment envie de le faire pour soi. Bon, au plaisir, Ludovic, de te suivre. Et puis, on est presque voisins. Donc, le jour où je passe par Vendôme, je t'appelle et puis on essaiera de se croiser et de parler de tout ça. Ou faire autre chose. Ou même un tennis. Allez, avec plaisir. Un grand merci à toi. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.